Et le mouvement se durcit en Guyane. Seules les situations d'urgence bénéficient d'un laissez-passer sur justificatif. Le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, a lancé un appel à lever les barrages, une requête qui devrait rester sans réponse au moins jusqu'à mercredi. Et la colère des salariés de la société Bois Debout est montée d'un cran ce matin. Ils ont bloqué la circulation giratoire des mineurs à Capesterre-Belle-Eau. Ils réclament l'exécution du jugement du Conseil des prud'hommes qui condamne l'entreprise à près d'1 million d'euros. Et ça y est, les bus du réseau Carulis sont en service également le week-end et même le dimanche. Le coup d'envoi a été donné ce samedi. Une bonne nouvelle pour les milliers d'usagers quasiment cloués chez eux le week-end. Et Benfica Marseille est bien installé à l'ouest, à l'Étoile de l'Ouest de Pointe-Noire, l'une des meilleures équipes de l'archipel. À quelques jours des playoffs de basket, le pivot de l'équipe a accepté de se livrer. Son portrait signé Karen Diamin à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. La Guyane a entamé sa 3e semaine de grève générale. Une nouvelle étape marquée par un renforcement des barrages et même l'apparition de nouveaux blocages. Une situation qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à mercredi, selon le collectif Pour que la Guyane décolle. Le point avec Jonathan Lariot. Au rond-point de la crique fouillée ce matin, personne ne passe, ou presque. Il est possible de passer à pied ou en 2 roues. Les quelques rares voitures qui passent sont des personnels de santé. Mais pour une grande partie de la population, c'est en piéton qu'ils traversent les barrages, présents sur leur chemin. J'ai dû laisser ma voiture, traverser 1, 2, 3 ronds-points, donc bon voilà, mais il faut supporter. Tous les jours c'est le même problème et en plus je fais beaucoup de trajets pour pas beaucoup d'heures de travail puisque on ne reçoit plus de courrier, on est coincé en fait. Depuis minuit, les consignes sont strictes sur tous les barrages. Uniquement les fermières, les pompiers, les gendarmes, personne d'autre. De toute façon là-bas c'est filtré. C'est filtré là-bas, il laisse les gens là-bas passer, uniquement qui descend en Cayenne, ici. Certains ont pourtant pensé à quelques petites stratégies pour pouvoir malgré tout profiter de leur voiture, comme cette dame qui a laissé sa voiture la veille de l'autre côté des barrages. Alors, le système D, comme j'ai entendu que en fait, c'était ouvert de 7h jusqu'à minuit, alors j'en ai profité vers 21h, ramener ma voiture de l'autre côté pour pouvoir avoir accès ce matin pour aller travailler. Là j'y vais, là justement, je vais travailler, je vais essayer de voir si je vais passer, parce qu'il y a un deuxième barrage là-bas. C'est le système D, on n'a pas le choix, hein. Moi j'habite jusqu'au fond du Larivot et je le prends bien. Après 3 semaines de mobilisation, les collectifs ont annoncé hier à la population que les barrages seraient plus rigoureux, et ce malgré une demande faite par le président de la République de cesser les blocages. Le blocage des prochains jours devrait être très dur pour les Guyanais car les principaux axes de circulation sont fermés, empêchant l'accès aux différents centres commerciaux. Pendant ces 3 jours, il sera donc très difficile de se ravitailler. Et ce matin, une bonne partie de la Nationale 1 était bloquée du côté de Capesterre-Belle-Eau. Les salariés de la société Bois Debout en colère avaient érigé un barrage au niveau du giratoire des mineurs, non loin de leur société. Ils réclament l'exécution du jugement du Conseil des prud'hommes qui condamne l'entreprise à près d'1 million d'euros. Les précisions de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. La tension est montée d'un cran ce matin. Les ouvriers de l'exploitation agricole de bananes Bois Debout ont bloqué la circulation dans les 2 sens. La société a été condamnée par le tribunal des prud'hommes à leur verser plus de 900 000 euros au titre de la régularisation du 13e mois. Un barrage érigé aux aurores, seuls les véhicules de secours étaient autorisés à passer. Une situation supportable pour certains, une méthode contestée pour d'autres. Ça dérange, mais bon, mais ils sont dans leurs droits. Si on ne vous paye pas, vous faites quoi? Et ce sont les patrons qui ne payent pas maintenant, donc bon, mais il faut que les patrons payent. C'est une décision de justice. On doit respecter la loi, il me semble. Ça ne me dérange pas. C'est un bien pour moi, hein. Tu sais, ça fait partie de la vie. Oui. Ça me dérange. Je suis transporteur et chaque fois, c'est bloqué comme ça, je perds de l'argent. Je perds de l'argent énormément. Parce qu'on n'arrive pas à payer les charges qu'on a à payer et puis nous sommes debout là. Et personne ne nous rembourse. Je compatis puisque dans ce pays-là, il y a comme ça, on arrive à se faire entendre. Et de l'endroit, oui, ça me dérange. Depuis 5h30, je suis arrêté là et puis je vais être sur le gosier déjà. David Alquier, le directeur de la SA Bois Debout, a lancé un appel à l'aide aux collectivités et à l'État car sa trésorerie ne lui permet pas d'honorer cette dette. Les ouvriers crient au mensonge, ils ne l'entendent pas de cette oreille, ils exigent l'application du jugement. C'est vrai qu'une union décision de justice, mais nous savons aussi que le préfet là, il mettait Guadeloupe en catastrophe naturelle. Pour Seuco,
Nous savons que ça va de 4 millions 5 à toucher. Donc nous savons ni l'argent. Et là, vous voyez, vous voulez dire nous pas ni sous. Nous savons très bien que tout le monde qui regarde toute banane qui est à Capester, pas ni Serco. Et pourtant, il y a pour toucher Serco pendant toute l'année là. Donc nous savons ni l'argent. La direction a demandé du temps aux salariés afin de trouver une solution. Un facilitateur devrait être désigné en milieu de semaine. Et conciliateur, nous d'accord, puisque ni d'autres affaires, ni NAO, plein d'autres business derrière. Mais pour une décision de justice, c'est le moyen qu'à appliquer. Nous, quand même, nous avons des députés qui en loi, qu'on Charles qui passe avec nous, et qui a parlé de conciliation dans une décision de justice. Nous pas comprendre, nous pas faire l'école, nous pas faire du tout pratiquement, mais nous pas comprendre vraiment. Gageant que ce conciliateur nommé rétablisse le dialogue entre les deux parties. Et au chapitre politique, Emmanuel Macron poursuit sa conquête de l'électorat de l'Outre-mer. Il a organisé un meeting avec des associations ultramarines de l'Hexagone à son QG de campagne à Paris. Le candidat à la présidentielle a réaffirmé ses engagements pour les territoires ultramarins avec une attention particulière portée à la Guyane. Reportage Solène Boissé. À ce stade des présidentielles, l'électorat ultramarin est important et il l'a bien compris. Dans la salle de plus de 300 personnes, ce sont des représentants d'associations ultramarines, mais aussi des étudiants. Dès le début de son discours d'à peine 15 minutes, il a mis en cause l'inefficacité du gouvernement à agir pour la Guyane. Ce que je m'engage à faire, c'est d'avoir dès après l'élection une approche qui est enfin à la hauteur des problèmes. En Guyane, la réponse qui devra être apportée, et je vais y revenir, elle sera beaucoup plus difficile à apporter, beaucoup plus coûteuse que si on l'avait fait il y a 3 ans dans un contexte apaisé. Les 30 minutes restantes étaient consacrées aux questions de l'Assemblée, un geste jugé plutôt audacieux à seulement 2 semaines du premier tour. C'est courageux parce que lorsqu'il s'est proposé de prendre quelques questions pour y répondre, il a répondu du tac au tac. J'ai beaucoup apprécié. Dans tous ces engagements, sa mesure phare, l'éducation et l'emploi pour les jeunes des quartiers sensibles. La clé, c'est aussi de développer, et cela dès la fin de l'année 2017, des emplois francs pour tous les habitants venant des quartiers politiques de la ville. Et donc pour avoir des embauches plus faciles, il y aura pour tout CDI 15 000 € pendant 3 ans de baisse de charges pour accompagner ces emplois sur redémarrage. Lutte contre l'illettrisme, sécurité avec plus de gendarmes et un investissement économique plus important. Ces mesures semblent avoir conquis ses invités avec quelques réserves. J'ai été plutôt satisfaite des réponses qui ont été apportées. Il s'est très bien exprimé, il a été très succinct, mais c'était bien. Mais après, vous savez, les belles paroles, c'est toujours de belles paroles. Hein. Est-ce qu'il faut attendre à voir quoi? S'il est élu, le candidat a promis de mettre en place des assises outre-mer sous la tutelle du Premier ministre pour pouvoir gérer les problématiques propres à chaque territoire. En tout cas, le temps des gaffes sur l'outre-mer semble bien loin derrière lui. Et bonne nouvelle pour les usagers des transports en commun. Depuis samedi, les bus du réseau Carulus sont en service et ce même le dimanche après-midi. De quoi changer la vie de milliers d'usagers. Reportage Linda Kayarsi. Se rendre à la messe ou encore pratiquer des activités de loisirs le week-end avec Carulus est désormais possible par le biais d'itinéraires totalement originaux. Alors ce samedi nous avons lancé la ligne Z1 qui reliera Bémao au Gosier en passant par le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Suivront dans le mois la ligne Z2 qui reliera Pointe-à-Pitre aux Abîmes et la ligne Z3 qui reliera Bémao aux Abîmes. Aujourd'hui, nos lignes fonctionnent jusqu'au samedi après-midi aux environs de 15h et avec ces nouvelles lignes, les gens pourront se déplacer de 13h jusqu'à 19h, le dimanche de 6h30 à 13h et les jours fériés de 6h30 à 13h comme le dimanche. Que les passagers se rassurent, ces nouvelles lignes transversales du week-end des jours fériés ne vont pas entraîner d'augmentation de tarifs. Les tarifs restent les mêmes et les horaires sont en ligne actuellement sur le Facebook de Carulus 97.1. Ces nouvelles lignes sont issues d'une demande récurrente de nos usagers et d'une volonté politique du syndicat mixte de transport du petit cul-de-sac marin. Et on espère en tout cas que les usagers pourront pratiquer des activités, aller à la messe, aller au marché, aller à la plage grâce à ces lignes. Au cours des 18 prochains mois, la STAG, Société de transport de l'agglomération Centre, prévoit de développer son projet NORA, nouvelle organisation pour le réseau de l'agglomération, et rendre ainsi le réseau plus efficace. À noter tout de même que les lignes du week-end concernent pour l'instant que 8 jours fériés, les lundis de Pâques, de fête de travail et le samedi de l'abolition de l'esclavage. Aucun service de transport ne sera assuré.
Et parlons maintenant santé. Si les épidémies de grippe et de gastro-entérite sont bel et bien terminées, le dernier point épidémiologique de l'Agence régionale de santé révèle la présence persistante de la varicelle. Le virus qui circule depuis le mois de février a dépassé les valeurs maximales attendues. Le point avec Linda Kayarsi. Le nombre de cas cliniquement évocateurs de varicelle a augmenté. 130 cas estimés par rapport aux semaines précédentes. Quant au nombre de passages aux urgences, cela reste largement inférieur aux valeurs maximales attendues depuis mi-janvier. La situation n'est pas épidémique à ce jour, mais reste néanmoins à suivre au cours des prochaines semaines. La varicelle fait partie des maladies fréquentes chez l'enfant, logiquement sans gravité, et qu'on ne peut a priori attraper qu'une seule fois. Néanmoins, l'ARS, dans son bulletin épidémiologique, préconise une recommandation, la vaccination. Elle est recommandée pour les adolescents de 12 à 18 ans, n'ayant pas d'antécédents cliniques de varicelle, pour les femmes en âge de procréer, notamment celles qui ont un projet de grossesse. La vaccination est contre-indiquée pendant la grossesse. Enfin, en milieu professionnel, la vaccination contre la varicelle est recommandée pour les personnes sans antécédents et dont la sérologie est négative. Sont concernés les professionnels en contact avec la petite enfance et les professions de santé en formation ou à l'embauche. Et demain, ce sera la journée mondiale de la maladie Parkinson. Selon l'INSERM, plusieurs centaines de patients et de familles sont concernés par cette maladie en Guadeloupe. Elle se caractérise par la mort lente et progressive des neurones du cerveau, des neurones essentiels dans le contrôle de nos mouvements. Ainsi, les personnes atteintes font peu à peu des gestes rigides, saccadés, voire incontrôlables. Si de nos jours, les traitements disponibles permettent de diminuer les symptômes et de ralentir la progression de la maladie assez efficacement, elle reste encore mal connue chez nous. Reportage Karen Diama. Oui, mais ça, maladie de Parkinson, c'est là on dit ça, c'est sur la tremblade qui a poigné. Si ça me connaît seulement ça. Parkinson, c'est lorsque quelqu'un se met à trembler. C'est tout ce que je connais sur ça. Alors, madame, est-ce que vous savez ce que c'est que la maladie de Parkinson? Non, je ne sais pas, je ne connais pas trop. Est-ce que vous connaissez la maladie qui fait trembler peut-être les gens? Ah oui, oui, un petit peu, mais je ne peux pas vous donner plus de détails. Non, pas vraiment, j'en ai déjà entendu parler, mais pas spécialement. Moi non plus. Entendu parler, mais je ne connais pas spécialement. Vous ne connaissez pas les symptômes? Non. Si je vous dis que ça fait les gens trembler, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, je vois. Je commence à voir un peu, ouais. Ben, ce que j'en sais, c'est que ça atteint plutôt des personnes d'un certain âge qui tremblent, qui ont des problèmes pour manipuler, voilà, je ne connais personne spécialement, mais... La maladie de Parkinson, selon moi, en fait, c'est lorsqu'on est dû à des tremblements, je crois aussi perte de mémoire aussi, et puis voilà quoi. Donc je ne peux pas dire plus sur ça en fait. Voilà, c'est ce que je sais. Restez avec nous dans quelques minutes. Portrait de Willy Ramsamy qui confectionne les meilleures baguettes de l'archipel. Et puis lui, ce sont ses dribbles qui impressionnent. Rencontre avec le pivot de l'Étoile de l'Ouest de Pointe-Noire, Benchico, Marseille. Et chaque année, depuis 4 ans, a lieu le concours national de la meilleure baguette de tradition française. Pour la première fois, la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers a organisé une présélection en Guadeloupe. La victoire est revenue à Willy Ramsamy. C'est lui qui ira représenter notre archipel au concours national. Une belle reconnaissance pour ce Canadien qui totalise 23 ans d'expérience. Isabelle Hameau, Patrick Curie. Willy est passionné par son métier de boulanger. Une histoire qui dure depuis 23 ans maintenant. Sa participation au concours de la meilleure baguette n'est pas une surprise. J'ai toujours eu envie de me comparer aux autres boulangers de Guadeloupe pour voir mon niveau. Et ce concours m'a donné de bonnes ambitions en fait pour continuer. La tâche sera lourde. Face à lui, ses homologues beaucoup plus expérimentés. La fédération a donc mis en place une formation de 5 jours pendant laquelle Willy se perfectionnera. Cette formation me permettra d'aller concourir parmi les meilleurs de France. Et pour moi, c'est déjà une grande chose de partir pour participer à ce concours et de représenter la Guadeloupe dignement. Et pour aiguiser ses capacités, le jeune homme bénéficie de l'expérience de Marc Ledors, plusieurs fois médaillé en Europe et dans le monde. Un bon coaching avant le jour J. Dans ce concours, il a 6 heures de travail. C'est lui qui va choisir
sa façon de travailler, alors sa méthode de fabrication. Les méthodes de fabrication, eh bien, elles peuvent être sur pouliche, elles peuvent être sur levain, elles peuvent être sur pâte fermentée. Alors tout ça, pour le consommateur, c'est un peu du charabia. Mais ce qu'il va rechercher Willy dans ce concours, eh bien, c'est de retrouver un goût exceptionnel dans sa baguette, d'accord ? Il faut que le jury, eh bien, quand il va goûter cette baguette-là, eh bien, d'entrée, il faut qu'il ait tout de suite un goûteux, des saveurs. Il faut que ça explose en bouche. Rendez-vous donc du 14 au 17 mai à Paris, où la Guadeloupe pourrait décrocher son titre au concours national. Et notre invitée ce soir est la parfaite illustration d'une reconversion réussie. Ancienne gérante d'un bureau de massage, elle a décidé de faire de sa passion pour la cuisine son métier. Aujourd'hui blogueuse, elle est très sollicitée pour animer des ateliers culinaires. Le dernier en date a eu lieu ce week-end dans un hôtel du Gosier. Leslie Belliot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous reconnaissent pas, vous êtes la cuisinière du blog Je cuisine créole. Plus de 150 000 fans sur Facebook, oui. 12 000 followers sur Twitter, chroniqueuse culinaire pour l'émission La Quotidienne sur la 5. Et là, plus récemment, vous étiez l'invitée des ateliers Foodie dans un hôtel du Gosier. Vous attendiez à un tel succès? Pas du tout. C'est vrai que j'ai commencé l'aventure du blogging il y a un petit peu plus d'un an, juste vraiment à peine un peu plus d'un an. Et c'est vrai que je me rends compte vraiment de tout ce succès qui arrive et j'en suis toujours étonnée jusqu'à présent. Alors, on connaissait les blogueuses mode, beauté sur Internet, et un peu moins celles qui livrent leurs recettes sur Internet. Le concept a le vent en poupe. On regarde d'ailleurs un extrait d'une de vos vidéos. On regarde ensemble. D'accord. Ça donne envie de manger. Ça donne envie. Leslie Belliot, on a bien vu, ce sont des recettes créoles. Vous aviez envie, en tout cas, de valoriser votre patrimoine, parce que vous êtes originaire de la Guadeloupe, même si vous vivez à Paris. C'était important pour vous de mettre en avant cette cuisine. Oui, en fait, la cuisine a toujours fait partie de moi, de mon existence, depuis toute petite. J'observais ma mère qui cuisinait en cuisine, et puis j'ai beaucoup appris aussi par moi-même, par de la lecture, par des recherches. Et c'était important pour moi de montrer cette cuisine antillaise qui est si peu représentée, et aussi d'utiliser des produits locaux, des produits qu'on trouve dans les Antilles, et d'en faire autre chose que le traditionnel, mais toujours dans la simplicité. Alors, ce sont des recettes créatives, simples, elles sont simples à réaliser, de belles images, on fait du beau avec de la nourriture. C'est un peu ça, finalement, le secret de cette réussite? Alors, ça fait partie du concept, oui. C'est toujours, comme j'aime bien dire, on déguste, on mange souvent avec les yeux avant la bouche. Et donc, c'est vrai que c'était important pour moi. C'est vrai que bon, la cuisine créole a un petit côté, voilà, on met tout dans l'assiette. Il y a un petit côté glamour qui manque et j'essaye d'apporter ça en plus. Justement, comment ça s'est passé de l'idée de démocratiser un petit peu cette cuisine, de la faire connaître? Vous êtes également chroniqueuse sur la 5. On vous a appelé, on vous a dit « Tenez, on a besoin de vous, ça nous intéresse la cuisine créole ». Maintenant, c'est une cuisine qui parle aux gens? Oui, de plus en plus. C'est vrai qu'on a pas mal... j'ai le cas de plusieurs touristes qui sont venus dans les Antilles, qui ont visité, qui ont dégusté les plats de chez nous. Et puis à Paris, après, ils cherchent à reproduire ça. Et du coup, c'est une façon, le blog aussi, de promouvoir en fait la cuisine créole
Voilà. Aujourd'hui, vous vivez de cette activité pleinement. Quels sont vos projets pour le futur? De quoi rêvez-vous? Alors, c'est bon, maintenant vous êtes blogueuse, c'est acté aujourd'hui. Ah non, mais pour moi, c'est jamais acquis en fait. J'ai toujours du mal à réaliser. Tout ça est récent pour moi. Depuis le mois de septembre, je me suis entourée d'une petite équipe qui m'aide au niveau communication, marketing, notamment Mathieu Parti et Wendy Zeibo de l'agence Outil, que je remercie au passage. Et du coup, eux, ils m'aident justement à faire évoluer le site Je Cuisine Créole et donc notamment l'écriture de livres, peut-être pour bientôt. Et puis, voilà, d'autres choses, de la restauration éphémère, proposer des brunchs créoles, voilà, sur Paris. Et aussi, en Guadeloupe, j'espère pouvoir retourner en Guadeloupe, en Martinique, pour montrer ce que je sais faire. Et justement, vous êtes venu ici montrer ce que vous savez faire au public guadeloupéen. Comment a-t-il accueilli vos recettes? Parce que ça fait un peu drôle de venir livrer ses recettes de cuisine créole, alors que vous habitiez, je crois, même en Bretagne. Oui, il y a quelques temps, j'étais encore en Bretagne. Là, je me suis déplacée sur Paris, justement, pour faire évoluer encore plus rapidement mes activités et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise de l'accueil que j'ai eu en Guadeloupe. Le public était au rendez-vous, on a passé un super moment dans un super cadre et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir réitérer cette opération. Merci Leslie Belliot d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Lui aussi, il ne manque pas d'ambition. Il est pivot de l'équipe de basket L'Étoile de l'Ouest de Pointe-Noire, l'une des meilleures de l'archipel. Ben Chico Marseille est considéré comme l'un des meilleurs espoirs d'ailleurs du basket guadeloupéen. À 2 jours des playoffs, un événement très important ici, un événement incontournable. Nous sommes allés à sa rencontre. Son portrait est signé Karen Zermain. On regarde ensemble. Du haut de ses 2 mètres, Ben Chico Marseille, pivot de l'EDO, s'apprête pour la 3e année consécutive à remettre son titre de champion de Guadeloupe en jeu avec ce club qu'il a accueilli 2 ans plus tôt. Rien à dire. J'ai bien été accueilli par les Cabello. Ça faisait un moment qu'ils me disaient de venir, donc du coup, là, je m'attendais. Enfant de la commune de Gourbert, son départ fut l'effet d'un coup de massue, d'abord à ses coéquipiers, mais surtout aux habitants de la petite commune. Il se souvient d'ailleurs de leur première réaction. La population, les gens qui me suivaient, tout ça, bon, il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de... Comment dire ça? Déçus. Ouais, qui ont été déçus par mon départ. Mais bon, après, les gens qui ont su, qui ont compris mon départ et tout, bon, ils m'ont dit d'y aller. On verra, c'est toujours une expérience. Donc voilà. Sinon, mon premier match contre la Roger, je me rappelle, c'était à Trois-Rivières, le premier match. Après, c'est clair qu'au début, c'est un peu frustrant, quand même, de jouer contre ses amis, tout ça, ses anciens coéquipiers. Mais bon, après, ça a été. Pourtant, avec sa générosité de jeu et sa personnalité joviale, Ben Chico, alias Chico, reste toujours un joueur très apprécié. On se marre tout le temps, tous les deux, donc bon, on peut dire que on s'aime bien. On est vraiment très proches tous les deux dans l'équipe. C'est un bon pote, c'est une bonne personne, il est comique. Et sa façon de jouer, quand il est là, il est dévastateur et sur le cercle. Donc ça me plaît ça. C'est les nouveaux pivots de la Guadeloupe, ils sont modernes, c'est monter la balle, c'est faire de tout quoi. C'est shooter, c'est driver, c'est supérieur aux joueurs comme dans l'équipe. Si son club actuel a pour projet majeur le championnat de National 3, le jeune Guadeloupéen souhaiterait s'investir dans le basket local. Pour que je parte des Antilles, il faut vraiment que le club me met 3 fois mieux qu'ici. Ça, c'est clair et net. Sinon, un projet que j'aurais aimé avoir, c'est plus pour les jeunes qui n'ont pas réussi à franchir, à intégrer l'INSEP, tous ces trucs-là, de pouvoir leur donner une chance autre que ces trucs-là pour arriver au niveau. Dans 2 jours, il sera de nouveau opposé à son ancien club pour les demi-finales des playoffs. Et comme à chaque match, son rôle est bien défini.
Mon rôle, c'est plutôt d'assurer la raquette, de récupérer les rebonds, de mettre les paniers faciles, d'organiser la raquette et tout, justement de défendre aussi la raquette. Quand il y a peut-être qui va entrer, un truc, de le gêner, de le stopper et tout. Voilà, en gros, c'est ça. Pour terminer notre interview, nous lui avons demandé s'il était plutôt Curry ou LeBron. Sa réponse était toute faite. Ah, je suppose que la majorité des personnes qui me connaissent connaissent. Ah, ça c'est clair. Derrière, là, il y a deux Curry derrière moi, là. Ah, moi, c'est LeBron à 500%. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Le rectorat vous informe, enfin l'éducation nationale vous informe qu'il y aura les épreuves écrites des concours prévues demain sont reportées au 24 et 25 avril aux mêmes horaires. Les convocations sont disponibles sur le site de l'académie. Et le SIAG vous informe qu'il y aura également des perturbations dans la distribution de l'eau demain à partir de 7h avec un retour à la normale prévu le mercredi en fin de soirée. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la place Gerty Archimède à Morne-à-l'Eau de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.